Nous voici sur le site EVI. Bleu Tomate est sur le site EVI, c'est une chance. On est invité par Eunodia Eurodia sur leur stand, merci beaucoup. Et comme à notre habitude, Bleu Tomate retrouve les personnalités de notre territoire, avec notamment Olivier Nallès qui est avec nous aujourd'hui, qui est président du Comité national de l'agriculture biologique de l'INAO, Mathieu Bailly qui est directeur général du groupe Eunodia, et Hernan Odeja, voilà, faut l'accent. Oreda, voilà, qui est directeur de recherche à l'INRAE. Alors, on avait envie aujourd'hui de se poser une question, de faire un peu de prospective et évidemment de parler de vin, puisqu'on est sur le site EVI, et d'évoquer le vin de demain avec un sous-titre qui est celui-ci, alors il vaut ce qu'il vaut, comment faire mieux avec moins. Alors la première question, Olivier, faire mieux avec moins, est-ce qu'il faut déjà faire moins? J'ai envie de te demander, qu'en est-il de la déconsommation? De plus en plus, on entend ce terme. Alors, je dirais pas faire moins, mais faire différent. Et changer de théorème dans nos consommateurs. Le gros problème du monde du vin, c'est que c'est un monde hyper conservateur, avec ses codes historiques, ses héritages. Mais un héritage, c'est parfois une lourdeur qui n'est pas facile à porter. Et ce que beaucoup d'acteurs du monde du vin n'arrivent pas à intégrer, c'est que les choses changent. Alors, bien sûr qu'il y a des chiffres simples. 1990, en France, on consommait 32 millions d'hectolitres de vin. Je te rappelle que l'on produit en vin tranquille 35 millions d'hectos. C'est-à-dire qu'on était quasiment autoconsommateur. 2020, 24 millions d'hectos. On a perdu 8 millions d'hectos. Mais on les produit toujours, les 35 millions d'hectos. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Eh bien voilà, il y a quelques ferments de la crise actuelle. Pendant longtemps, on a pensé qu'on allait les exporter. On en exporte beaucoup, mais on n'exporte pas les 8 millions. Mais le plus, c'est qu'en 2030, la projection de la baisse de consommation, qui est liée non pas à une baisse de consommation, mais à de la mort de mecs comme moi qui boivent 200 litres par an. C'est-à-dire les mecs de plus de 60 ans, chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il en faut 10 pour les remplacer. Et la projection à 2030, c'est 17 millions d'hectos. Wow. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Soit on dit, on exporte les 17 millions qu'on produit. Est-ce qu'on est capable d'exporter 17 millions d'hectos de vin de plus, enfin au moins 10 de plus, ou il faut qu'on en produise la moitié de ce qu'on produit aujourd'hui. Et donc la moitié du vignoble français doit disparaître. Mais ce qui est dans la question et dans l'importance, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles générations aiment, moi, producteur de rosé, j'ai la chance d'avoir des nouvelles générations, des millennials qui aiment mon vin, non pas parce que je fais un bon vin, de mettre Camaï 7. Non, il n'est pas mauvais, ton vin. Non, mais ce n'est pas le mien, c'est la Provence. La Provence, aujourd'hui, elle a la chance de faire un produit qui répond à une génération qui ne veut pas s'emmerder. Je disais l'autre jour en rigolant, le rosé, toute ma vie, en tant qu'œnologue, j'ai entendu que le rosé, ce n'était pas du vin. Et aujourd'hui, je leur dis, le rosé, oui, vous avez raison, ce n'est pas du vin, c'est pour ça qu'on le vend. Et quelque part, je sais que je suis provocateur, j'aime bien être disruptif dans mes propos, mais n'empêche que c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller chercher, de répondre à la demande de consommateurs avec des codes différents, avec des codes moins lourds, avec des codes moins empesés que ce sur quoi nous avons répondu dans la filière jusqu'à présent. Mais alors, ça, c'est un sujet sur lequel il y a un peu de déni quand même, non, de la part des vignerons. Le sujet n'est pas encore bien abordé. C'est toujours compliqué de jeter au feu un héritage, une histoire. Et moi qui porte des AOP depuis des années, ça ne veut pas dire que, que les choses vont être jetées, mais c'est qu'à un moment donné, il faut... on a toujours fait comme ça. C'est la phrase la plus horrible qui existe. On a toujours fait comme ça. Ben oui, sauf que le monde, il change autour de nous. Nos consommateurs, qui sont ceux qui ont raison parce que c'est eux qui payent. C'est pas nous qui... Nous, on dit, ah ben moi, tu comprends, souvent, on me dit, il faut faire des vins de qualité. Et je leur réponds, ah oui, alors Sauternes fait de la merde aujourd'hui. Puisque Sauternes ne se vend plus. Ou a du mal à se vendre, on va le dire plus gentiment.
Non, bien sûr que non, que Sauternes continue à faire des vins extraordinaires, sauf que ces consommateurs de Sauternes, ces consommateurs, je dirais, de vins plus sucrés de façon plus large, sont en train de vieillir et de mourir. Et que les nouvelles générations... Donc, c'est pas rejeter, accepter, c'est qu'à un moment donné, il nous faut un devoir de réalité économique. Et le devoir de réalité économique, c'est de produire ce que nos consommateurs veulent. Alors, produire différemment ou carrément arracher? Heureusement que je n'ai pas la réponse, parce que je serais Dieu sur Terre si je l'avais. Je pense qu'il y a de toute façon des évolutions à faire, qui peut passer partiellement par de l'arrachage. Bien sûr qu'il y a des vignobles qui ne sont pas forcément adaptés à, mais on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Il y a un moment donné, on l'a vu, l'Occitanie, j'allais dire le Languedoc, mais il paraît que ça n'existe plus. L'Occitanie, je rappelle quand même que l'Occitanie, c'est le plus gros producteur rosé de France. Plus gros en volume, beaucoup plus important que la Provence. On dit toujours la Provence. On est les plus gros producteurs en AOP. Mais le plus gros producteur en France, 4 millions d'hectos de rosé, fait en Occitanie. C'est-à-dire presque un tiers du volume occitan est déjà en rosé. Donc des évolutions, il peut y en avoir. Bien sûr qu'il y a des remises en cause, qu'on ne va pas basculer. Le problème, on est entre ces deux mondes, entre l'ancien et le nouveau. Donc on est au milieu du gué. Donc il y a encore les anciens qui disent qu'il faut défendre. Il faut défendre. Ça, c'est le grand terme dans le monde agricole. On défend. On n'est jamais en construction. On n'est jamais en réflexion sur l'avenir. On défend le passé. On défend les chambres qui existent depuis 40, 50 ans, 60 ans, qui sont en train de mourir parce qu'il y avait 1 million de paysans, il en reste 300 000 ou 400 000. Enfin, c'est un peu notre problème aujourd'hui, c'est ce côté défense. Et aujourd'hui, moi j'essaye d'éclairer ou de porter un message disant écoutons nos consommateurs, écoutons ceux qui arrivent, les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qu'est-ce qu'ils ont envie de boire? Du blanc, du rosé. Faisons-leur du blanc et du rosé. Monsieur Oreda, le rouge, c'est fini? Je ne pense pas, mais j'espère que pas. Non. Mais c'est vrai qu'il y a un changement un peu de la société vis-à-vis de ce qui demande la société. Hein. Alors, les consommateurs boiront certainement moins de vin, ils boiront des vins différents et ils boiront des vins qui auront été aussi vinifiés différemment, avec des cépages différents. Au sein de l'INRAE, qu'est-ce que vous constatez et à quoi vous vous préparez? D'abord, il y a un contexte que c'est bien sûr les attentes des consommateurs, que c'est fondamental. C'est toujours l'objectif de vendre les vins et que le consommateur les boit. Il y a un autre contexte aussi, c'est le changement climatique. Et le changement climatique, malheureusement, ça va plus vite de ce que les pronostics les plus pessimistes disaient. Donc il faut s'adapter au changement climatique. Et après, il y a un autre aspect qui aussi, c'est la demande de la société. Parce que la société demande, OK, on veut des vins de qualité, adaptés au changement climatique, mais en plus, sans pesticides, sans produits chimiques. Donc, il n'accepte plus voir un tracteur qui applique quelques produits dans la vigne. Et surtout quand on est à proximité des zones habitées. Donc, ces trois aspects sont ceux qui dominent un peu, qui nous guident pour faire la recherche. Donc, il faut s'adapter au changement climatique. Il faut produire avec moins de 130 en général, pas seulement dans la vigne, aussi dans la transformation, dans la cave. Dans la cave. Moins de chimiques et aussi que ce soit des produits de qualité valorisables. Donc les trois aspects, c'est ce qui domine notre orientation à la recherche. Et alors, comment on fait avec moins de chimie? Moins de chimie, il faut toujours innover. L'innovation va sauver la viticulture, on peut dire. On ne peut pas continuer avec les mêmes outils quand il y a un changement de contexte. Les mêmes outils servaient dans un contexte déterminé que ce n'est pas l'actuel. Actuellement, on a un autre contexte que c'est justement, on veut des produits qui n'ont pas de produits chimiques. Donc, d'abord, à la vigne, on a des outils pour ça, d'innovation. On a, par exemple, ce qui est un sujet aussi dans cette CITEVI, c'est les variétés résistantes aux maladies. Donc, des nouvelles variétés qui nous permettent de travailler la vigne avec zéro pesticide ou très peu de pesticides. Ce qu'on appelle les cépages résistants? Les cépages résistants, qui ne sont pas vraiment des cépages, parce que sont des hybrides, sont des nouvelles variétés, mais qui sont très proches à vinifera, donc des fois sont mieux que les variétés originaires, et qui en plus on peut les planter sans pesticides, donc sont très faciles à cultiver et qui sont
fonction des variétés, on peut l'adapter au changement climatique. Alors, on est ici sur un salon professionnel, mais on s'adresse aussi au grand public. Juste un petit point de précision, quand on parle de cépages résistants, on n'est pas sur les OGM, hein. Il s'agit d'hybridation, c'est bien ça? Tout à fait, c'est l'hybridation, sauf que l'hybridation... Quelle est la différence quand même, pour La qu'on soit bien différence, clair? les OGM, c'est manipuler le génome. L'hybridation, c'est fait comme c'est fait la nature. Les Cabernet Sauvignon, toutes les variétés qu'on connaît, qu'on dit sont traditionnelles, sont issues de croisement naturel ou fait par l'homme. Les hybrides résistants aussi, on va choisir les parents, mais c'est une hybridation. C'est la fleur et le pollen qui va féconder la fleur ou qui va faire des pépins et on va faire les plantes avec. Et après, on va sélectionner. Donc, c'est une hybridation. Sauf qu'on va choisir les parents pour chercher les parents qui ont des capacités ou des caractéristiques qui donnent la résistance. Hein? D'accord. C'est ça. Ok. Alors, moins de chimie, moins de pesticides au sein du vignoble. Dans la cave, Mathieu Bailly, comment ça se passe? On réduit là aussi les intrants, on réduit aussi... alors, on a eu une table ronde sur l'étiquetage ce matin, un sacré sujet. Qu'est-ce que vous proposez, vous, au sein du groupe Eurodia-Enodia comme technologie? Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les commentaires qui ont été faits. Ce qu'on propose, nous, ça rentre tout à fait en adéquation avec, je pense, les attentes du marché et les besoins des producteurs. Nous proposons de la stabilisation tartrique éco-sélective, donc des traitements physicaux qui permettent de stabiliser les vins et de garantir cette stabilité. Premier point, pour qu'on puisse continuer à consommer du vin, il faut le vendre, et tout en s'engageant sur la qualité des vins, de respecter les qualités organoleptiques du vin. Il faut assurer les producteurs de vin qui puissent notamment les exporter. On sait que la casse tartrique, c'est un des premiers, sinon le premier paramètre responsable des refus à l'export. Hein. En fait, ce sont, pardon, mais je précise, des dépôts de tartre qu'on a au fond de la bouteille qui ne sont pas impropres à la consommation. Absolument pas. Mais à la commercialisation, c'est bien ça? Voilà, comme le disait Olivier Nalès, la perception du vin est aussi une perception extrêmement subjective. Tout le monde n'est pas connaisseur de vin, et avoir des cristaux de tarte qui sont effectivement un produit tout à fait naturel dans le vin peut donner l'impression au consommateur qu'il y a des morceaux de verre au cul des bouteilles, ce qui n'est pas désiré par l'ensemble des marchés, et notamment les marchés à l'export, américains, japonais ou autres. Donc, vous, le procédé que vous avez développé, en quelques mots, parce que c'est un petit peu technique, mais ça peut s'expliquer peut-être simplement, c'est un procédé physique, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, vous faites passer le vin le long d'une membrane. C'est ça. Je fais l'exercice, hein, je ne suis pas sûre d'y arriver. Il y a un échange ion... c'est même encore beaucoup plus simple que ça. Oh. On fait glisser, effectivement, le vin ne traverse aucun média, on le fait glisser le long d'une membrane, et avec la force d'un très léger courant électrique, on extrait les molécules qui sont responsables de cette précipitation tartrique, qui sont du tartrate de potassium ou du tartrate de calcium, puisqu'on en voit de plus en plus, et qui permettent d'enlever juste ce qui est nécessaire d'enlever au vin pour atteindre ce qu'on appelle la stabilité tartrique. D'accord. Donc sans aucun intrant, l'objectif de la technologie, c'est de s'inscrire aussi dans un autre paramètre qui est l'évolution climatique, avec des contraintes environnementales qui sont fortes en termes de rejet, mais également en termes de consommation. Nous, la technologie permet de consommer environ 20 fois moins que les traitements traditionnels, hein, les traitements par le froid. Donc, tout en respectant évidemment l'ensemble des critères fixés par le codex œnologique, donc de proposer aux producteurs de vin une technologie qui les garantit de cette stabilité. Donc c'est un maillon de la chaîne, mais notre modeste contribution, c'est de fournir des outils qui soient, performants, 2, économiques, et 3, en accord avec les besoins du marché en termes de qualité, et également de transparence en termes de responsabilité environnementale, moins de consommation et moins de rejet, et pas d'intrants. Donc on pourrait croire que c'est une toute dernière innovation, que vous êtes une start-up, mais en fait pas du tout. Si j'ai bien compris, cette technologie, elle date de 2 décennies, c'est ça? 3 même maintenant, un peu plus de 3, puisque les premiers contacts, c'est une technologie, pour faire un tout petit peu d'histoire, c'est une technologie qui a été demandée en réalité par la filière professionnelle à l'INRA au début des années 90, pour trouver une alternative au froid
pour à l'époque, comme quoi les choses changent vite, mais les prévisions et l'évaluation des besoins de demain étaient déjà une vraie préoccupation à cette époque-là, puisque la filière cherchait à avoir des technologies alternatives au froid pour réduire les consommations énergétiques. Donc c'est la filière qui a mandaté l'organisme de référence dans le domaine du vin en termes d'innovation pour trouver un nouveau concept à la stabilisation tartrique. Et Eurodia a été associé, à l'époque Eurodia n'existait pas encore, mais le groupe Eurodia existait, et nous avons été associés pour l'industrialisation de cette innovation. Et depuis lors, effectivement, on ne peut pas considérer qu'Eurodia soit une start-up, puisque aujourd'hui, cette technologie traite à peu près entre 4 et 5% de la production mondiale de vin, dans à peu près tous les pays producteurs de vin. D'accord. Alors, Olivier, tu es là, on ne peut pas faire l'impasse sur le vin bio. Tu disais, on aura les consommateurs de demain boiront moins de vin. Est-ce qu'ils boiront plus de vin bio? J'espère. Je peux que l'espérer. Après, on est dans une période de plateau, d'un peu de bio-bashing. Ça fait bien de dire que le bio, c'est fini. Heureusement que je n'y crois pas, parce que sinon, ça serait compliqué dans ma tête. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a... je m'amuse, et c'est en fait aussi un chercheur de l'INRA qui m'avait mis ça en tête, du fait que nos consommateurs, l'hémisphère droit n'est pas en accord avec l'hémisphère gauche de leur cerveau. Ouais. Et que l'hémisphère droit, il veut du naturel, du sain, du biodiversité, du machin, mais que l'hémisphère gauche, quand il va acheter au magasin, il veut du local. Mais quand il va acheter au magasin, il achète de chinois, pas cher, et bourré de produits chimiques. Bien sûr que je caricature un peu, mais je trouve que l'image est assez claire. C'est-à-dire qu'on a une société, globalement, une attente sociétale, c'est le grand terme, les attentes sociétales. Les attentes sociétales nous disent on veut du bio, on veut du naturel, on veut plus de traitement dans les vignes, on veut plein de choses. Mais quand il faut payer le coût de ça, alors là, il n'y a plus personne. Et c'est un des problèmes actuels des filières. C'est-à-dire que le bio souffre de cette période d'inflation et qui a fait réorienter un certain nombre de budgets des ménages. Et bon, le bio en pâtit. Je ne suis pas du tout inquiet. Je suis intimement persuadé que les ressorts de développement du bio sont énormes, tant d'ailleurs le bio en général que le bio vin. Et que notamment la restauration collective, la restauration publique, qui théoriquement, d'après la loi Egalim, devrait être aujourd'hui à hauteur de 20% de consommation en bio, et les derniers chiffres que j'avais, c'était de l'ordre de 7%. Donc il y a des ressorts de développement, il y en a. Mais pourquoi on n'en est encore qu'à 7%? Ben parce que c'est clair que le problème, c'est de ne pas faire rêver les consommateurs en disant le bio est pas cher, ça n'existe pas. Moi, quand je suis passé en bio, mes coûts de production ont augmenté entre 20 et 25%. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Il faut arrêter de dire produire bio. Ben oui, il y a plus de main-d'œuvre, il y a plus d'investissement, il y a plus. C'est surtout la main-d'œuvre qui est augmentée, qui fait que les coûts de production sont différents. Quand je traite avec un produit chimique, je vais traiter une fois. Quand je traite avec du cuivre ou avec du soufre, je vais traiter 3 fois, 4 fois. Une année comme cette année en est la preuve, où on a une période de pluie importante au printemps, mais où les bio, des fois, s'en sont plutôt mieux sortis que les conventionnels. Parce qu'on a tellement l'habitude d'intervenir et de surveiller. Sauf que je vais sortir 7 fois, 8 fois mon tracteur. Donc tout ça fait qu'il y a des coûts et qu'on ne peut pas me demander de produire du vin bio ou de l'alimentation bio au prix du conventionnel. Il y a 20-25% d'écart. Et donc, dans ce contexte-là, là, il y a des problèmes de choix budgétaires, y compris dans les collectivités. C'est-à-dire que collectivité, s'il faut qu'elle augmente de 10 ou 15% son budget de cantine, c'est pas simple, c'est des choix politiques. Alors, il y a des mairies, il y a des intercos qui l'ont fait, puis il y en a d'autres qui n'ont pas fait ces choix-là.
Mathieu Bailly, est-ce que c'est un constat, vu que vous avez une vision un peu internationale de par votre activité, est-ce que c'est un constat que vous faites à l'échelle mondiale? C'est-à-dire les attentes des consommateurs changent, les modes de consommation changent, la tendance est à peu près la même partout? Oui, je crois que ça, c'est un constat effectivement qu'on peut partager et c'est pas spécifique au domaine du vin. Nous, à travers le groupe, on travaille dans d'autres domaines dits de la transition écologique, énergétique, comme la chimie du biosourcé en alternative aux filières pétrole, comme les filières lithium qui sont encore aujourd'hui, alors qui sont énormément d'actualité, mais qui sont très décriés dans les procédés dits conventionnels, qui sont des procédés miniers ou des procédés, en tout cas générateurs d'effluents et ayant un impact sur l'environnement. Et cette problématique d'être en mesure d'adapter une filière de production, alors vinicole ou autre, avec des outils qui prennent en compte non seulement des besoins des consommateurs, des envies des consommateurs, avec une transparence importante sur les outils qui permettent de produire du vin de demain en termes de qualité et en termes de responsabilité sociétale, les attentes sociétales, je crois que oui, c'est quelque chose qu'on voit partout dans le monde. On a chez Eurodia disons le recul de 35 ans d'existence avec une association de l'innovation, parce que je crois que c'est un constat d'évolution très clair. Par contre, il n'est pas du tout pessimiste, en tout cas de notre point de vue, il n'est pas du tout pessimiste. L'innovation peut permettre à différents niveaux de résoudre un certain nombre en tout cas de lever un certain nombre de verrous. Et je crois qu'on est sur le chemin. Il y a peut-être un effort d'éducation, parce que la filière viticole est une filière particulière et dans laquelle l'innovation doit prendre un chemin qui est très guidé par les prescripteurs de référence comme l'INRA ou d'autres sur d'autres territoires. Mais en tout état de cause, des solutions existent. Est-ce qu'elles sont moins coûteuses ou plus coûteuses? Il y a un débat, effectivement, en fonction des différents maillons de la chaîne de production du vin. Mais tout ça existe aujourd'hui. Tout ça existe. Donc oui, c'est un constat général, mais ce n'est pas un constat pessimiste. Monsieur Oreda, au sein de l'INRAE, donc vous travaillez sur les solutions pour faire le vin de demain. On a évoqué la question des cépages résistants. Et alors nous, chez Bleu Tomate, en ce moment, on s'intéresse bon, c'est pas un effet de mode, hein, mais à ce qu'on appelle le régénératif. Et j'avais envie de vous poser la question de savoir si, effectivement, dans les axes de recherche aujourd'hui, il y avait cette volonté de faire moins de pesticides, mais aussi la volonté de redonner à la nature ce qu'on lui emprunte. Est-ce que ce sont des axes que vous abordez? Tout à fait, tout à fait. Indirectement, c'est ça. Toutes les innovations qu'on propose, c'est justement pour être moins agressif vis-à-vis de la nature. Quand on dit on va appliquer des variétés résistantes, c'est pour utiliser moins de pesticides. Quand on dit je sais pas, on va utiliser méthodes physiques à la place des méthodes chimiques, c'est pour moins intervenir sur la nature. À terme, c'est la nature l'objectif, mais ce sont des innovations qu'il faut appliquer pour qu'à terme, on va améliorer la situation de la nature, c'est sûr. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas utilisées encore. J'ai vu ici dans les salons l'utilisation d'ultraviolette pour remplacer aussi les traitements chimiques. C'est quelque chose qui vient progressivement. Donc, ce sont des choses qui n'affectent pas la nature et qui sont plutôt choisir la partie physique à la partie chimique, parce que la partie physique n'est pas invasive. La partie chimique, il reste. On parle de bio, le principal outil de bio, c'est le cuivre. Le cuivre, c'est un métal lourd, oui, biocide, qui commence à être vu de près par l'Union européenne. Les réglementations commencent à réduire l'utilisation des cuivres. On les sort le principal outil au bio. Donc il faut remplacer ça pour une autre chose. Donc, on a des pistes d'alternatives au cuivre aujourd'hui? D'abord, les cépages résistants. Déjà, on n'utilise pas de cuivre. Bien, les cépages résistants. Et après, il y a des méthodes physiques aussi qui commencent à être appliquées dans la vigne qui empêchent la prolifération des champignons. Donc, ce sont des choses qu'il faut travailler, sont les débuts, mais ce sont des choses qui vont venir. Très bien. Vous m'expliquez également que moins de pesticides, ça veut dire plus de biodiversité. A priori, c'est quand même ça la logique. C'est ça la logique. Moins d'herbicides, moins de pesticides en général, ça va dans le sens
d'apporter des solutions pour augmenter la biodiversité. Oui, tout à fait. Olivier, moi je connais un petit peu ton domaine. La biodiversité, c'est pas un sujet qui t'est totalement étranger. Aujourd'hui, les vignobles changent de paysage. Hein. On voit qu'on a l'enherbement, ça fleurit de partout. C'est plutôt d'ailleurs plus joli qu'avant. C'est un constat que tu fais aussi au sein de la filière. Est-ce qu'aujourd'hui, les vignerons s'intéressent à cet outil nature, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un outil, mais en tout cas, ce que la nature nous offre, est-ce qu'on la respecte de plus en plus? Parce que finalement, les consommateurs, c'est peut-être ça aussi dont ils ont envie. Alors, il faut distinguer deux choses. Respecter la nature, je crois que c'est le fondement du bio. C'est donc, par définition, le socle de nos actions. Et puis après, il y a le cinéma. Et souvent, je suis plus gêné par le cinéma que peuvent faire un certain nombre autour de les petits oiseaux, les petites fleurs, les machins. On fait d'abord du vin, on fait d'abord de l'économie. Et moi, je suis désolé, il y a un moment où, in fine, il faut un cycle où tout le monde arrive à vivre. Alors, c'est bien gentil, mais les petites fleurs dans la vigne... Il y a un moment quand même, c'est joli. C'est joli, mais je te garantis que si tu veux perdre en productivité, il n'y a pas mieux. Donc, tu vois, les projets d'agroforesterie, en ce moment, le grand truc, c'est de mettre des arbres. Oui, c'est l'agroforesterie. Bon, ouais. moi, je peux te dire que les pieds, dans un rayon de 15 mètres, ils ne produisent rien. Ouais. Alors, je veux bien. C'est joli, un arbre dans le milieu des vignes. Et puis, quand tu passes la machine à vendanger, tu mets 1 heure de plus à passer. Alors, moi, je veux bien tout ça. Mais à un moment, il y a quelqu'un qui doit payer. C'est-à-dire que si, au lieu de faire 40 hectos, j'en fais 20 hecto-hectares, c'est pas un problème. Mais mon vin, il faut que je le vende 2 fois plus cher. Et c'est là où je parle d'illogisme dans nos consommateurs. C'est-à-dire je veux une évolution normale, un respect de la nature, un respect de mon environnement. Et ça, j'adhère à 100%. Sauf qu'à un moment donné, moi, producteur, j'ai un prix de revient. Alors, je veux bien produire que 20 hecto-hectares, mais il faut me faire vivre avec mes 20 hectos et non pas mes 60 hectos. Je tiens à expliquer ça parce que le romantisme qui peut exister, la biodiversité, il y a les grands termes en ce moment, la biodiversité, le régénératif, le machin. Le problème, c'est qu'à un moment, qui paye? C'est un peu la question que tu me posais tout à l'heure. Pourquoi il n'y a pas plus de développement dans les cantines scolaires, dans les cantines, dans la restauration collective? C'est qu'à un moment donné, il faut quelqu'un qui finance ces choses-là. Et entre les envies, les rêves et la réalité économique, il y a une différence. Donc oui, il y a beaucoup de choses, mais à un moment donné, n'oublions jamais que nous sommes là pour faire nourrir des populations, pour les faire boire aussi, parce que quand même avec modération, mais on les fait boire. Mais à un moment donné, on est là aussi pour en vivre, nous, agriculteurs, vignerons, viticulteurs, et qu'on n'est pas là pour... On est quand même le seul métier où la variable d'ajustement, c'est le prix d'achat du vin. Oui. C'est le prix d'achat de la denrée agricole, d'ailleurs, pas que du vin. Le revenu des producteurs chez Eunodia, c'est un sujet aussi parce que vous, quelque part, vous êtes là pour aider les producteurs à vendre leur vin en sécurisant, hein, c'est ça le produit. Oui, nous, ce qu'on apporte, c'est un outil qui, effectivement, va permettre, parce que on dit qu'il faut déterminer le vin, le prix de marché du vin, toujours augmenter la qualité avec un consommateur qui n'est pas toujours prêt à en payer les conséquences. Tout à fait, mais je crois que Pardon, j'allais dire ou ne peut pas, parce qu'en ce moment, c'est vrai que ça peut être compliqué. Tout à fait. Mon propos n'est pas politique du tout, évidemment. Il est simplement d'apporter la pierre que nous pouvons apporter en tant que société développant des technologies. C'est de dire que l'innovation, en fait, on n'a pas besoin d'innovation aujourd'hui. Des retours industriels de plus de 25 ans maintenant de commercialisation, d'utilisation des technologies, leur impact sur l'environnement, évidemment sur la qualité du produit, les évaluations économiques aujourd'hui de ces technologies qui permettent de répondre et de passer la transition dans laquelle Olivier Nallès décrivait que nous étions, on les a. En réalité, il y a peut-être
un discours éducatif qu'il faut que nous, en tout cas en tant que société commerciale, nous essayons d'avoir, mais d'une manière générale, ces outils existent. L'INRA travaille depuis des décennies au développement de ces outils. Il y a des sociétés comme Enodia qui les commercialisent, et on n'est plus seulement sur une évaluation, j'allais dire, laboratoire des outils qui sont à disposition. On a un recul aujourd'hui industriel, commercial, qui permettent de discuter de manière claire et concrète de techniques, et donc d'apporter des réponses à des questionnements sur cette période de transition, sur comment fait-on du vin avec moins d'énergie, avec moins d'impact environnemental et avec moins de coûts de production. Et tout ça, on a les outils. Donc la réponse ne sont pas les petites fleurs dans les vignes, si j'ai bien compris. Pas que. Mais souvent, ce que je reproche aux médias, c'est de vendre du rêve. C'est de faire rêver les consommateurs. Le naturel, c'est bon. Moi, je dis souvent, la nature, elle ne sait pas faire du vin. La nature, elle sait faire du vinaigre. Tu donnes du jus de raisin à la nature, elle te fait du vinaigre. C'est l'homme qui, à un moment donné, par son savoir-faire, va arrêter un processus naturel, mais il va le maîtriser. Et aujourd'hui, prétendre que la nature, que tout ce qui est naturel, mais attends, c'est nier 2000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans d'histoire de l'homme, où on a domestiqué. La nature, elle est méchante, elle te tue, elle te fait mourir de froid, elle te fait mourir de chaud. Il y a un moment donné, arrêtons les rêves et les discours simplistes. Tout ce qui est naturel est bon. Non, tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Donc le vin, un produit technique, un produit d'innovation, un produit de recherche, avec un avenir un peu incertain. Juste un petit point de conjoncture, comment ça se passe en ce moment? Il paraît qu'il y a beaucoup de vin dans les caves. Oh, c'est... oui et non. Oui, aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on est à des virages de consommation, on est à des virages de circuits, d'adaptation de produits. Ce que beaucoup de vignerons n'ont pas encore compris, c'est que le marché français, j'allais dire, je vais être méchant, je vais être provocateur, mais j'aime ça, le marché français, il est mort. Et quand je dis il est mort, je l'ai dit tout à l'heure, on est tombé de 30 millions d'hectos, 32 millions d'hectos à 24. Bien sûr qu'il est encore important, mais sauf qu'on est tous dessus. Donc comme on est tous dessus, on se bouffe entre nous. Et nos amis distributeurs se régalent à faire jouer une concurrence déflationniste colossale. Donc oui, aujourd'hui, il va falloir qu'on reprenne. Moi, j'ai connu le tournant des années 70 où on sortait de la production de masse, on sortait des 200 hecto-hectares, on avait le vignoble algérien qui nous permettait de faire des coupages. Les années 70-80, c'est là où il y a eu des grandes manifestations, malheureusement même des morts dans les manifestations. On a pris un premier virage. Alors là, à l'époque, le virage, c'était le virage de la qualité. Il fallait sortir de la bibine, comme disait un certain ministre de l'Agriculture, pour aller vers une viticulture dite de qualité. Et le problème, c'est que 80, on est allé, on a créé les IGP, les 20 pays, les AOP, et qu'aujourd'hui, ces outils ne suffisent pas parce qu'ils ne sont plus forcément adaptés aux 30 ans qui viennent, aux 40 ans qui viennent de passer. Et que donc là, il faut réinventer notre viticulture. Et les agriculteurs ont beaucoup de mal les agriculteurs, les vignerons, mais c'est à se remettre en cause et à se dire que ce que j'ai fait hier, c'est peut-être pas ce qu'il faudra que je fasse demain. Monsieur Oreda, on peut avoir confiance dans les nouvelles générations. Vous, à l'INRAE, vous avez sûrement des jeunes thésards qui sont avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont une vision très différente et vous sentez émerger une approche du monde du vin et de la filière novatrice? Oui, tout à fait. Je vois dans les jeunes, même dans les thésards qui sont en train de travailler, qui travaillent sur ces sujets, comment améliorer les systèmes de production vitivinicole pour être plus durables. Mais le concept de durabilité, comme il a bien dit Olivier, l'homme est dedans et le producteur est dedans. Il ne faut pas oublier ça. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent que la durabilité, c'est la nature. Non, c'est la personne qui travaille, qui produit des vins, que c'est dans le concept de durabilité.
Et donc, je suis optimiste par rapport à ça. Je pense que les gens qui travaillent maintenant, ils sont en train de travailler sur des autres sujets, par exemple l'adaptation au changement climatique, l'adaptation à la sécheresse, même si ce n'est pas si facile que résistance aux maladies. Mais il y a beaucoup de pistes pour arriver à produire plus nature, amis de la nature, moins de pesticides, moins d'intrants en général, et avec des choses qui sont plus durables, y compris dans la vision des producteurs, que les producteurs est dans L'équation difficile entre l'économie et l'environnement dans un monde en transition. Peut-être un mot de conclusion, Mathieu Bailly. Comment va le monde et vers où il va, le monde du vin? Merci de la question. C'est très gentil. La poser à vous trois. C'est très sympa de me poser une question à laquelle la réponse est évidemment impossible. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que la prise en compte des préoccupations globales, les consommateurs, la qualité du produit qui reste quand même, un paramètre très important. La conscience sociétale et la prise en compte de comment est produit le vin, tout ça, c'est l'équation, je pense que c'est la difficulté de l'équation aujourd'hui. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire très modestement, encore une fois, en amenant des outils. Dont on est convaincu, non pas par conviction idéologique, mais par démonstration technique, qu'elles répondent à ces différents paramètres qui dépendent à la fois des producteurs, de celui ou celle qui fait le vin, et de ceux qui les consomment. On a effectivement aujourd'hui une évolution très claire sur non seulement une demande de qualité, mais ça, à la limite, ça passe presque en deuxième ordre de priorité par rapport à la manière dont est fait le vin. Et je crois que des outils, encore une fois, on en est convaincu. Nous, on les commercialise maintenant depuis très longtemps. On est convaincu que ces outils existent, que d'autres vont être développés. La recherche est en permanence en train de travailler justement à des améliorations sur la partie viti, sur la partie œno. Donc oui, c'est une question difficile, mais croire que les réponses n'existent pas, c'est aussi un raccourci de facilité. Et nous, notre rôle, mais parce qu'on est une société commerciale, on n'a pas le choix, j'allais dire, c'est d'essayer de battre en brèche ces raccourcis de facilité, de se battre contre du dogmatisme, des idées reçues, et de faire des démonstrations qui sont évidemment un but commercial, mais qui sont basées sur des faits avérés, de retour d'expérience, d'utilisation à grande échelle, pour démontrer qu'on peut produire du vin de manière bio, ou en tout cas respectueuse de l'environnement, et des vins de qualité. Bon, moi, je sais pas, on peut se donner rendez-vous, alors peut-être pas dans 10 ans, mais au moins dans 5 ans, pour savoir où on en sera de cette équation entre économie, environnement, et puis continuer à nous faire quand même du bon vin, parce qu'il s'agit de ça. Donner du plaisir, c'est ça le plus important. Et le plaisir. Merci beaucoup, merci à vous trois. Voilà, c'était une discussion un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur Bleu Tomate. On a vu qu'il fallait qu'on sorte un peu des petites fleurs et de la romance. Peut-être que nous, on va continuer à y croire encore un petit peu. J'aime quand tu rêves.